bienvenue à Elle parle. Nous allons continuer ce mois-ci la conversation avec Mélanie Starford. Si jamais vous avez manqué la première partie, nous vous recommandons d'abord de visionner et ou écouter celle-ci. Je suis votre animatrice Karen Oassé. Parlons donc de capacitisme, consommation et violence avec Mélanie Starford. Du coup, on a quand même parlé du fait que le gouvernement aide pas. Dans les cas où le gouvernement aide, les services et les programmes, ils sont adéquats, ils sont conçus et ils sont accessibles. Ouais. Il reste quand même cette réaction très négative, très stigmatisée de la part du public général. Ouais. Et notamment, tu as parlé tantôt de quand il y avait encore le genre d'institution où on pouvait consommer des substances. Les gens se plaignaient qu'il y a trop de personnes dehors. Pourquoi ces personnes sont dehors? Oui. Mais si on pense en Ontario, il y a des services de sans-abri à Timmins qui reçoivent des plaintes tout le temps du public. Pourquoi tu crois que le public, il semble tellement déclenché par l'existence de ces services? Oui. Bien, l'isolement qu'on parlait tantôt, ça mène à... J'aime pas le mot ignorance, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je pense que les gens, il faut commencer à penser que l'ignorance, c'est pas négatif, c'est juste un fait. Oui. C'est juste cause à effet. Oui. Et tu peux te sortir de là. C'est pas, t'es pas condamné. Oui. Oui, j'aime ça. Donc, je t'en prie, continue. Oui. Bien, le discours du vilain, du déviant, du méchant, de la mauvaise personne, c'est vraiment utile pour le discours conservateur qui veut continuer à criminaliser, puis qui veut littéralement rendre invisible du public le corps qui est utilisateur de drogue. Mais ça ne change pas toutes les raisons pourquoi cette personne-là a pris soin d'elle-même avec l'utilisation de drogue. C'est qu'on invisibilise la personne, mais on ne gère pas du tout les conditions sociales qui ont mené à l'utilisation de drogue. Crois-tu que les personnes qui veulent ignorer ces problèmes, pas peur d'accepter à quel point c'est commun, et elles n'ont pas à avoir à se questionner de leur propre comportement et surtout ceux de leur entourage? C'est un sujet qui est très difficile, puis je comprends le réflexe de vouloir l'ignorer. Moi, je travaille dans ce domaine-là parce que j'ai de la famille qui sont consommateurs, parce que j'ai vu la conséquence de l'isolement, puis la conséquence de la honte, puis de la criminalisation. J'ai perdu des années avec des membres de ma famille parce qu'on les a criminalisés. Puis j'ai vu jamais est-ce que quelqu'un est sorti de prison avec un meilleur sentiment de valeur, avec un meilleur réseau de soutien, avec un meilleur sentiment d'appartenance. Toutes des choses qui sont essentielles pour pouvoir calibrer sa consommation. Ouais. Ça fait que c'est complexe, c'est difficile. Puis c'est vraiment utile pour un discours conservateur de continuer à perpétuer la binarité de la victime puis de l'agresseur. Et puis, dans ce cas-ci, on fait que les utilisateurs de drogue font des mauvais choix. Et puis, c'est qui ont juste besoin de s'en défaire. On vit aussi dans une société qui normalise toutes sortes d'autres consommations. La consommation de cigarettes, la consommation d'alcool a plusieurs sites de consommation supervisés. Mais ça, pour toutes sortes de raisons, c'est normalisé, puis c'est accepté. On en revient c'est quoi pas le capacitisme, pas le colonialisme. Capitalisme. Le capitalisme. Oui. On en revient là. Oui. Ça touche au portefeuille. Oui, ça touche. Oui. 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 Oui.
Oui. Alors, évidemment, quand on parle de troubles de consommation, c'est un exemple parfait parce que les personnes vont souligner l'importance de parler de santé mentale. Mais en même temps, ces mêmes personnes vont critiquer toute personne qui ont des symptômes qui se manifestent de façon désagréable ou dérangeante, un peu comme la femme dont tu as mentionné plus tôt avec les cris. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Et d'où est-ce que ça vient? Oui, je pense que ça vient qu'on se donne pas le temps pour faire le changement difficile. C'est une des tensions du travail de justice sociale. La vitesse du changement est profondément injuste pour les gens qui vivent les conséquences du statu quo. C'est aussi correct d'avoir des limites parce que pour pouvoir être capable de tolérer ces choses-là, entre autres, il faut peut-être pas avoir vécu des choses semblables parce que quand on témoigne de certains comportements qui sont désagréables, dérangeants, ça vient nous chercher dans nos propres traumas et nos propres cicatrices. Moi, j'ai pu travailler en réduction des méfaits, entre autres parce que j'ai été élevée par des hommes généreux, puis gentils, puis présents. Puis ma tolérance, puis ma capacité pour la rage masculine est beaucoup plus grande que plusieurs de mes collègues qui ont eu des expériences différentes. Ouais. Ça fait que moi, au travail, quand j'interagis, je deviens activée après plus de temps, quand il va y avoir un comportement qui va être difficile. Ça fait que une personne qui est utilisatrice de drogue, qui va être très expressive, il va avoir comme une agression physique. Moi, je vais pas avoir une réponse traumatique. Je suis capable d'être présente, puis d'être tendre, puis d'être calme avec cette personne-là. Puis c'est correct qu'il y a d'autres collègues. C'est pas possible. Où c'est pas possible. Oui, ça fait qu'on veut nommer ça. Et c'est frustrant que les discours ne matchent pas l'application dans nos services. Et pour pouvoir justement comme augmenter nos tolérances, faut que tout le monde puisse avoir accès à toutes les choses qui sont ressourçantes. Ça fait que le sommeil, la nutrition, le sens de connexion, ralentir, le repos, ça, c'est toutes des ressources qui sont précieuses. Puis qui sont liées à des privilèges. Ça fait que bonne question complexe. Oui, OK. Alors, d'après toi, comment est-ce qu'on peut commencer à parler de santé mentale d'une manière plus réaliste et plus avantageuse pour ce genre de personnes? On le fait là. OK. Le balado, faut écouter, elle parle. Oui, exactement. La résistance au capacitisme est vraiment quotidienne dans des micro-moments. En ce moment, je sais là, que c'est dérangeant que je regarde mes notes, puis il y a quelque chose de différent avec comme, on a le laptop, puis on aurait voulu que ça soit une autre version. Mais la façon que tu m'as accueilli, la façon que tu prends des respirs. C'est plus facile de s'adapter qu'on le pense. Oui, il faut juste faire l'effort. Non seulement faire l'effort, mais aussi être comme ça vaut la peine, je pense. Puis, moi aussi, toi aussi, tu as tes besoins dans ce moment-ci. C'est qu'on fait avec ça. On est comme, OK. Nouveau challenge. Oui, le voilà. C'est humain. C'est comme tu l'as dit tantôt, on est tous des humains. On a tous des expériences différentes. Et donc, on devrait pouvoir s'adapter. Oui. 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 Et donc, autrement que en travaillant comme ça, est-ce que tu aurais d'autres exemples de comment on pourrait parler de santé mentale? Oui. Moi, je pense que vraiment, les opportunités de micro-moments de dignité sont tellement nombreuses. Une chose qu'on peut faire quand on est dans une dynamique de pouvoir, c'est que quand j'anime, par exemple, moi, je vais toujours ouvrir l'espace. On va dire qu'on est supposé commencer à 8 heures. Je vais dire bonjour tout le monde, merci d'être ici. Je suis vraiment contente que vous êtes ici.
Est-ce qu'on a besoin d'aller aux toilettes? Peut-être prendre des médicaments, peut-être envoyer un petit texto. C'est que je normalise que pour plusieurs personnes, ça prend plus de temps à transitionner puis à arriver dans l'espace. Puis je veux pas qu'ils se sentent tout pendant que la formation commence. C'est des petits gestes qu'on peut faire tout le temps. Une autre chose que j'adore, j'ai une collègue qui fait de la thérapie de forêt. Et puis, elle, un art ou une habileté qu'elle a que j'adore tellement, elle accueille vraiment bien les retards. C'est que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de misère avec le temps. Mon concept du temps n'est pas le même que plusieurs autres cerveaux. Je pense que je peux aller d'ici au centre-ville dans 6 minutes. Hélas. Ce n'est pas réaliste du tout. C'est pas grave. Oui, mais ça a des vraies conséquences de vie. Ça fait que c'est très commun que je suis en retard. Ça a fait que j'ai choisi des rôles où c'est pas rigide, l'heure où on commence, puis quand on finit, j'ai fait des choix de carrière qui... C'est un peu plus souple. Oui. Pour te permettre cette partie-là de ta vie. Oui. Et c'est vraiment significatif parce que moi, je vis beaucoup de détresse, de causer des détresses à d'autres personnes avec mes retards. Puis quand on m'accueille avec dignité, puis avec comme je suis contente que tu es ici, avec un ton calme, c'est tellement rassurant, puis c'est de l'art pour moi. C'est un autre exemple. Il y a plein de gestes de micro-dignité qu'on peut faire, comme dans le quotidien. Ouais, génial. Et d'après toi, comment on pourrait rendre nos systèmes et nos institutions plus accessibles pour que les personnes qui ont des troubles de santé mentale? Oui. Encore, la liste est longue. Oui, comme une expression qu'on utilise souvent, c'est « vite, vite là » ou « est-ce que tu as 2 minutes ?» pour quelque chose qui ne va pas prendre 2 minutes. 2 minutes. Mais on veut vraiment croire que ça va être petit. C'est de s'avouer que ça prend plus de temps. Quand on est en dynamique de pouvoir, j'ai une nouvelle gestionnaire en ce moment, j'adore. On va être en rencontre, puis là, elle va être comme « Ah, faut que j'aille chercher mon eau. » C'est parce que je prends des médicaments en ce moment qu'il y a des effets secondaires. Elle est en dynamique de pouvoir avec moi, ça fait qu'elle normalise ça. C'est excellent. Elle va nommer... je sais pas, j'ai de la difficulté à penser en ce moment. C'est pas grave. Mais c'est le fait qu'elle te montre une certaine vulnérabilité, alors que normalement, le schéma, c'est « Ah, ben si c'est ma boss, il ne faut pas qu'elle sache trop de choses de ma vie personnelle, sinon ça peut avoir un impact sur notre relation de travail. » Oui, un impact aussi sur sa confiance dans ma capacité de faire mon travail. Ah oui? Oui. C'est de l'art. Elle peut le faire parce qu'elle est en dynamique de pouvoir, mais oui. Et je pense aussi que c'est parce que c'est toi, j'ai envie de dire. C'est possible que c'est parce que c'est toi qu'elle se sente à l'aise de le faire. Possiblement. Donc, on en revient à une des pratiques, comment on peut parler de santé mentale de manière plus réaliste. Parfois, il y a juste des personnes qui sont plus simples à qui parler, et parce que tu as déjà intégré dans ta vie cette patience, ce recul, cette compréhension, ce non-jugement. Oui. Donc, si la personne en face de toi le ressent, peut-être qu'elle serait plus à même à partager. Oui. Même dans des dynamiques de pouvoir telles que ta gestionnaire et toi. Oui. Puis aussi, on le sait, tu sais, on parle d'une approche qui tient compte des traumatismes, justement. Oui. Puis pour pouvoir avoir de la patience envers l'autre, pour pouvoir avoir le non-jugement, il faut valider ses propres réactions en premier. Oui. C'est que c'est correct d'être frustré par mes retards. Oui. Puis on peut valider ça, mais oui. C'est ça la séquence des choses, c'est de comme, oh, ça me frustre, je peux me valider dans ça, mais ce que je vais nommer, ou ce que je vais partager, ça va être la patience puis la dignité.
Oui, Très clairement. oui. Et d'après toi, de quelle façon est-ce que les systèmes capitalistes ils contribuent à la violence? Oui. Une des premières choses, c'est les conditions de travail des intervenants. OK. Les salaires sont inacceptables. Oui. Capitalisme, c'est quand ça veut. Oui. Pour la qualité, le calibre, pour... on s'expose à de la détresse humaine, à une injustice. Ouais, le salaire est absolument inadéquat, inacceptable. Ça fait que il y a toute une précarité dans la main-d'œuvre. Puis ça crée aussi comme toutes sortes de défis dans la mémoire institutionnelle, mais aussi dans le relationnel. On a du travail relationnel. Ouais. Puis quand les gens viennent chercher des services, puis elles se sentent comme un numéro, comme, déshumanisées, ça a absolument des impacts sur leur guérison. Absolument. Ouais. Le capacitisme normalise beaucoup l'extraction des travailleurs. Ça fait qu'on s'attend à ce que tu travailles d'une certaine façon pendant un certain nombre d'heures et puis que tu te ressources en soirée puis en fin de semaine sur le temps qui est pas... Ça. Ouais. Et puis ça, Mais c'est pas réaliste. c'est pas réaliste. C'est pas humain aussi. Ouais. La complexité puis la charge de travail, elle est grande. Oui, j'ai déjà nommé dans les centres de traitement les taux d'harcèlement sexuel puis d'agression. Le contexte aussi où les ressources sont vraiment inadéquates, ça fait que on réduit nos services à des choses vraiment, vraiment de base, puis on n'est pas capable d'aller faire du changement puis des revendications. C'est ça. Puis ça, c'est, en passant, c'est un enjeu de santé psychologique au travail quand que, on est pris avec les conséquences, mais on n'est pas capable d'influer puis de changer les choses. Ouais. Tu as parlé du fait que les conditions de travail qui peuvent être un peu... qui sont totalement inadéquates, ça c'est sûr, Ouais. et parfois irréalistes. Le burn-out, c'est sûr que dans ce genre de travail, Ouais. c'est quelque chose d'assez courant. Déjà dans un espace de travail où il y a une précarité de main-d'œuvre. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Puis on travaille avec l'humanité des gens, avec leur attachement, avec leurs histoires d'enfance, avec tout ce qui est important avec leurs valeurs. Ben ça vient chercher toutes nos valeurs, tout ce qui est important pour nous. Puis on fait ça aussi dans un contexte de grandes injustices sociales. On a parlé tantôt de la crise climatique. On est dans un contexte de grandes guerres, de génocide. Il y a des grands enjeux en ce moment qui viennent peser lourd sur nous comme intervenants puis intervenantes. Quand on parle aussi de comme qu'est-ce qui vient nous ressourcer, c'est souvent des choses qui viennent ressourcer certaines personnes, mais Pas d'autres. Par exemple, il y a des gens qui seraient mieux ressourcés à passer du temps avec leurs aunties ou peut-être avec des personnes, des elders. Mais ce qu'on leur offre, c'est une certaine forme de thérapie ou de la psychiatrie, qui est une chose. Il y a toutes sortes de pratiques culturelles l'attente, c'est que c'est ça, c'est séparé. Ouais. Je comprends. On n'a pas le temps pour l'humain. Comme tu as dit, il y a beaucoup trop de conflits externes et ça peut être géographiquement externe, ça peut être
tout simplement dans les communautés, Ouais. ça peut être dans les familles, ça peut être dans les écoles. Comme tu as dit, il n'y a pas le temps d'être humain, Ouais. pas le temps, capitalisme. Maintenant, en fait, je me rends compte que, depuis que tu l'as dit, maintenant, je me rends compte le lien vraiment intrinsèque entre le capitalisme et ce manque de temps. Oui. Ou cette illusion de manque de temps. Oui. Je pense qu'elle est factuelle, là, mais on l'a construit comme ça. Oui. Mais c'est surtout dans le travail qu'on fait, le manque de temps pour vivre toutes nos températures, puis toutes nos saisons, mais surtout le chagrin, puis le deuil, puis la tristesse. Ça, c'est des émotions. Puis ça, c'est une des opérations du capacitisme qui dit, ça, c'est des émotions qu'on aimerait ça qu'ils soient cachées. Peux-tu pas faire ça en avant d'autres personnes? Mais c'est essentiel dans notre humanité de pouvoir vivre la diversité d'émotions. Bien. Mais alors, lorsqu'on parle de violence sexuelle, comment est-ce que nos attitudes envers les personnes qui ont des handicaps, ça les rend plus vulnérables? Ouais, pense. Ben, je veux dire, il y a toujours le othering, c'est que l'idée que d'être handicapé, c'est pas moi. Quand on sait que vraiment c'est temporaire, comme tout le monde va vieillir, et puis dans une société qui est aussi âgiste, ben dans nos vieux jours, on va vivre toutes sortes de défis de mobilité, encore d'isolement, entre autres. Ce que c'est d'écarter l'handicap de soi. C'est ça, c'est une des opérations, puis c'est une des attitudes. Et quand on parle de violence sexuelle, à ce moment-là? Oui. Une des opérations du capacitisme aussi, c'est de désexualiser les gens qui sont des personnes handicapées. Ça fait que le plaisir n'est pas vraiment soutenu ou permis ou normalisé. Ça fait qu'on la pleine humanité de la personne est vraiment niée. Tu veux dire, dans le cas notamment des femmes qui vont être des victimes d'agressions sexuelles, elles vont être réduites à des personnes qui ont des troubles de consommation, mais pas des femmes qui viennent d'être agressées. Tu veux dire dans ce sens-là? Oui. OK. Oui. Puis on connaît ces réponses-là où est-ce qu'on culpabilise les survivantes, puis on leur dit « t'aurais pas dû... » T'es mis dans cette situation. T'es mis dans cette situation-là, puis la consommation, c'est un des outils de... Tu t'es mis dans cette situation-là, absolument. C'est aussi... on dévalorise, puis on stéréotype beaucoup. Les personnes avec les handicaps. Oui, exactement. Il y a aussi, comme que tu nommais, un manque de soutien qui est vraiment bien équipé, qui comprend, puis qui est mené par et pour les personnes qui sont utilisatrices de drogue puis survivantes. Elles sont des voies divergentes. À Toronto, il y a un centre de santé communautaire qui avait un groupe de soutien pour les survivantes qui étaient aussi utilisatrices de drogue puis qui avaient perdu leurs enfants à l'aide à l'enfance. Et puis ça, c'était un groupe qui était très contesté parce qu'il était en soi critique de nos systèmes policiers puis nos systèmes de protection à l'enfance. Ça fait que ça perpétue l'isolement, mais puis ça positionne les gens dans des contextes différents. Il y a aussi, comme tous ces discours-là, c'est des discours aussi qu'on peut internaliser nous-mêmes. Moi aussi, j'aimerais ça pas être quelqu'un qui dérange, puis j'aimerais ça que les choses soient plus faciles pour tout le monde. Moi aussi. Puis
ça fait que moi aussi, je vais écouter ces discours-là qui disent que c'était ma faute, que j'aurais pas dû, que comme personnes handicapées qui sont désexualisées, mais là, ça se rentre dans le discours de comme qui voudrait te faire, qui voudrait te violer. Puis on peut intégrer ces discours-là, puis là, on vient se questionner dans nos réalités. Oui. Ouais. Le capacitisme est vraiment dangereux. Ouais. Mais c'est surtout, tu as dit, ça mène à l'isolement, et l'isolement, ça mène encore à la dépendance. Donc, c'est un cercle vicieux. On essaie d'en s'en sortir, et quand on essaie de se sortir, on entre dans un système qui fait tout pour nous ramener Ouais. au point de départ. Oui, oui. Ben, puis le système, comme la criminalisation, c'est de loin une des formes de violence systémique qui est vraiment immense. Et puis, dans le temps, c'est un système qui répond à quelque chose de temporaire où ce qu'on invisibilise les humains, mais on pense pas au long terme. Comme que j'ai nommé tantôt, moi, je connais personne qui sort de prison mieux équipé, mieux ressourcé, plus capable de... C'est ça. Et on en revient aux statistiques parce que, évidemment, comme tu viens de parler de la prison, le taux de récidivisme est toujours très élevé. Ouais. Quel que soit le pays, si tu as été en prison une fois, les statistiques disent que tu vas sûrement y retourner. Et le résultat de ça, ça veut dire, un criminel reste un criminel, un voleur reste un voleur. Alors que c'est un peu plus... Alors que toi, ce que tu essaies de nous dire ici, c'est que, non, c'était le système punitif qui n'était pas correct. Oui. Ça sert à rien d'enfermer les gens. Voir la médaille de l'autre côté de... Oui, puis voir les enjeux à plus long terme que à court terme. Oui, oui, puis vraiment penser comme qu'est-ce que ça veut dire la sécurité pour plus de personnes, puis de traumatiser les gens, de punir, puis d'isoler, ça ne mène pas à des changements, à des bons changements. Non, du tout. Pas du tout. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour donner à ces personnes le pouvoir et le contrôle sur leur propre corps, sur leur sexualité? Oui, on en a parlé pendant notre conversation. Vraiment, tous les micro-moments de dignité sont importants. C'est une façon que quelqu'un qui est souvent écarté, puis c'est ça, qu'on parle d'une personne qui est déficiente, qui est un monstre, c'est ça, qui est intolérable, qui est inacceptable. Quand on te voit comme personne humaine, c'est vraiment important. Mia Mingus, qui est une grande revendicatrice pour la justice des personnes handicapées, parle du travail pour améliorer l'accès aux services, distinct du travail pour améliorer les droits des personnes qui vivent avec des handicaps, distinct mais très interrelié au travail de changement de mentalité. Quand on parle de décolonisation, c'est de ralentir le plus souvent que possible. Moi, ça fait 20 ans que je suis en thérapie, puis ça fait 20 ans que ma thérapeute m'a dit « Vis tes émotions ». Puis j'ai pris 20 ans à être critique comme « Qu'est-ce que tu fais? » Ça veut rien dire. Quoi? Si je suis fatiguée, est-ce que je dois dormir? C'est ça que ça veut dire? Oui. Puis c'est comme très récent que je commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire de me donner l'espace d'être comme « je suis anxieuse. » Puis « je le sens dans ma gorge. » Mes épaules, ça, c'est une des pratiques, c'est je le sens physiquement, de le nommer, sans jugement, juste, c'est là. Puis ça reste là. Ouais. Et comme tu l'as dit, c'est important de croire, l'écouter. Ces moments de dignité, c'est tout simplement écouter les personnes quand elles vous disent qu'elles souffrent,
et juste écouter, Oui. ça apporte déjà de la dignité. Je pense qu'on ne dira jamais assez. Oui. C'est sûr que chez vous, vous avez déjà entendu pas mal de fois. On l'a répété dans ce balado avec différents thèmes. On en revient à la même chose. On a cette capacité, ou on manque cette capacité à écouter les victimes quand elles disent qu'elles souffrent. Ouais. Oui. Puis d'être là avec elles Oui. dans cette souffrance-là. Oui. Pour pouvoir faire ça, il faut être capable d'être dans nos propres souffrances, C'est ça. d'avoir cette place-là, de ne pas avoir été tout seul dans ces souffrances-là. Absolument. Oui. Oui. Eh bien, s'il y avait une chose que tu voudrais dire à des personnes qui veulent mieux soutenir justement ces personnes avec des troubles de santé mentale ou qui ont des problèmes de consommation de substances, qu'est-ce que ce serait? Oui. Je dirais que tu le fais probablement déjà sans le savoir. Parce que la réalité des gens qui sont consommateurs, souvent c'est caché parce que c'est tellement puni puis critiqué. C'est que tu le fais probablement déjà. Tu as probablement des gens dans ta vie qui sont utilisateurs de drogue. Quand la conceptualisation d'une personne qui est utilisatrice, c'est souvent comme dans les films. C'est une personne qui a un mouvement de corps, qui a un discours, puis qui a une intonation comme dans les films. À Ottawa, ce qu'on sait, c'est que c'est un pourcentage qui est très petit. La grande majorité des personnes qui sont utilisatrices de drogue à Ottawa sont des personnes fonctionnelles, qui sont des parents qui vont au travail, qui vivent une pleine vie. Puis, la consommation, c'est un outil pendant une certaine étape, pendant un certain moment. Oui. Mais souvent, quand on parle de consommation, ce qu'on imagine, c'est la consommation chaotique. La grande majorité des gens sont des consommateurs fonctionnels. C'est pas rare, c'est pas un cliché, c'est bien plus courant qu'on le pense. Oui. Oui. Très bien. Je te remercie, Mélanie. Pas de quoi. Ce fut une super bonne conversation et puis j'espère que les personnes qui nous écoutent vont pouvoir apprendre quelque chose. Oui, merci. Nous remercions Mélanie pour cette discussion très riche. Si jamais vous souhaitez savoir davantage à son propos, vous pouvez consulter son site web melaniestafford.ca. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et regardés. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aussi consulter le site d'actionontarienne.ca. Et nous remercions aussi les studios de Live Stream Junkies dans lesquels nous avons enregistré ce balado, en espérant que vous avez passé un bon moment.